Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Et pour ce nouvel épisode, nous vous invitons à écouter Vincent Dupont, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie J'y pense souvent, suite à la présentation de son spectacle intitulé No Reality Now à la Biennale Nemo, et à la rencontre qui avait pour thématique ce que le numérique déplace en nous, organisée par Londa. Bonjour, nous sommes dans les locaux de Londa, en compagnie de Vincent Dupont, chorégraphe, qui vient nous parler de sa dernière création, No Reality Now, co-créée avec Charles Ayats et qui a été présentée au Centre national de la danse les 1er et 2 décembre 2023. Je suis Anne-Cécile Sibué, secrétaire générale de Londa. No Reality Now combine danse au plateau et réalité virtuelle. Cette conversation est l'occasion d'échanger sur la réalité virtuelle et comment elle transforme la création. No Reality Now a été conçu à partir de Souffle, une pièce créée par Vincent Dupont en 2010, une œuvre iconique qui a marqué les esprits de celles et ceux qui l'ont vue. On garde la persistante sensation d'un temps suspendu. Ma première question pour toi, Vincent Dupont, pourquoi avoir choisi une pièce existante pour développer une création qui convoque la réalité virtuelle ? Bonjour, je pense que très vite avec Charles Ayats, l'artiste numérique avec qui j'ai écrit No Reality Now, imaginé ce projet en fait il y a 4 ans et demi maintenant, on s'est très vite dit que en fait pour que la réalité virtuelle puisse dialoguer avec le spectacle vivant, il fallait qu'il y ait un objet de spectacle vivant qui soit d'une certaine manière déjà autonome, qui puisse être complètement déjà avoir sa propre autonomie. Et on n'a pas pensé. Au début, on a regardé d'autres chorégraphies, pas que les miennes, parce qu'on se disait que ça pourrait aussi être un spectacle de danse de quelqu'un d'autre. Et puis petit à petit, en faisant des recherches et tout ça, je lui ai montré à Charles une vidéo de ce spectacle, Souffle, donc, que j'avais créé en 2010. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce spectacle possédait pas mal d'atouts pour pouvoir dialoguer avec la réalité virtuelle. Parce que aussi, on s'est rendu compte assez vite qu'avec le dispositif de casque comme des jumelles de théâtre, on se retrouvait un peu dans la position d'un diptyque. C'est-à-dire qu'on circule entre deux images, on pourrait dire, entre l'image du spectacle vivant et l'image du numérique. Et Souffle, en fait, à la fois permettait de répondre à certaines questions, on pourrait dire, techniques, parce que c'est un spectacle où il y a seulement 3 interprètes, donc c'était aussi technologiquement pour nous encore faisable. Là, 3, ça devenait un peu compliqué, un peu lourd, pour enregistrer les corps dans le numérique. Et puis, Souffle possède aussi un espace scénographique qui va vers une sorte d'abstraction un petit peu. Et on se disait que c'était bien que le spectacle, justement, soit pas forcément un décor réaliste. Et puis c'est aussi un décor qui se module, qui se transforme. Et ça, il n'y a pas non plus beaucoup de spectacles qui permettent un changement d'espace, on pourrait dire. Et puis, il y avait autre chose, c'est que dans mon travail, depuis 2005 maintenant, et Souffle a été une autre étape de ce travail, je travaille avec des micros embarqués sur les danseurs, donc il y a un rapport au son et à l'espace aussi, qui est toujours lié au corps des danseurs. Et la question du son, en fait, nous permettait aussi de pouvoir finalement relier ces deux espaces, c'est-à-dire que ce ne soit pas complètement séparé, mais que le son permet finalement de circuler de l'un à l'autre avec un point commun, avec aussi la chorégraphie, parce que c'est la même chorégraphie, mais ça permettait
finalement de relier ce diptyque comme dans un tableau. On l'a pas dit encore, mais Souffle est une pièce qui traite de la mort, de la question du seuil, de ce passage, de ce moment entre deux, entre la vie et la mort. Et c'est vrai qu'avec la réalité virtuelle, en fait, ces notions de seuil est encore plus présente. Elle est renforcée. Enfin, il y a vraiment quelque chose en termes d'expansion de cet espace qui est très très fort. Et les notions aussi de lévitation, ça veut dire qu'on décolle en fait de la gravité. Donc peut-être tu peux élaborer, parler un petit peu plus de comment aussi, avec No Reality Now, les contenus de la pièce se sont transformés, se sont développés grâce à la réalité virtuelle. Alors c'est vrai que cette lévitation pour nous c'était important aussi parce qu'effectivement ça mettait sur le plateau aussi une vision un peu singulière d'un corps qui flotte. Et ça nous permettait aussi, avec la réalité virtuelle, en fait, de la placer non pas toujours comme l'expansion d'un espace, ou une sorte d'imaginaire comme ça qui serait toujours en expansion, mais aussi comme si la virtualité pouvait aussi finalement révéler la réalité, en fait, expliquer la réalité. Par exemple, cette lévitation, dans les casques de réalité virtuelle, c'est deux petits personnages qui viennent soulever le corps. Donc, c'est comme si on expliquait avec la virtualité une sorte de concrétude, enfin, presque de trucage, on va dire, de la réalité, quoi. Et puis, il y a aussi dans le fait de questionner l'idée du passage, du seuil. C'est vrai qu'avec l'arrivée de cet outil absolument étonnant de la réalité virtuelle, on voit bien qu'on arrive dans un autre espace, parce qu'on peut rentrer dans une image, en fait. Et ça, c'est la force de la réalité virtuelle, actuellement. Et ça, on avait vraiment envie de pouvoir le faire vivre aux spectateurs, pouvoir le partager. Et du coup, cette force de la virtualité dans ce lieu du seuil, du passage, nous semblait finalement très juste aussi. C'est-à-dire que c'est un autre espace qui s'offre à nous, vers lequel on a envie d'aller et de le tester, de l'expérimenter, voir jusqu'où ça peut aller et voir quelles sensations, surtout, ça peut procurer dans le corps du spectateur. Parce que finalement, c'est le but ultime, que les personnes qui regardent le spectacle puissent être embarquées d'une façon sensorielle, vraiment, pour pouvoir questionner ce lieu du passage. Et vous laissez le spectateur libre de choisir aussi, c'est-à-dire qu'on a des lunettes, mais on peut choisir de les mettre ou de les enlever. Elles ne sont pas fixées de façon permanente du début à la fin. Oui. Très vite, je me suis rendu compte en testant la réalité virtuelle, que j'ai découvert vraiment lors des journées chimères, que quand je mettais le casque vraiment longtemps et que je me déplaçais dans un jeu vidéo par exemple, au bout de, je dirais, 20 minutes, je commençais à me sentir un peu mal parce que c'est des troubles sensoriels, d'équilibre, de vertige qui sont assez forts. Et si on n'a pas l'habitude, en fait, ça peut vite devenir assez désagréable, quoi. Et donc, j'ai eu envie avec Charles que finalement on puisse l'enlever et le mettre comme on le souhaite. Il y a des gens, ça ne les gêne pas parce qu'ils ont l'habitude, ou même des gens que ça ne gêne pas même sans avoir l'habitude, ça dépend des personnes. Et du coup, on voulait laisser cette possibilité de pouvoir revenir à une réalité et tout ça. Et puis après, au-delà de ça, on s'est rendu compte quand même que ça permettait vraiment de poser la question au spectateur du choix de regarder, comme dans un diptyque en fait. C'est-à-dire que c'est dans l'aller-retour entre deux images que finalement naît peut-être autre chose, et peut-être se questionne d'ailleurs la question du seuil et du passage entre ces deux espaces. On va rentrer un peu un peu plus dans la forme de la pièce. Dans Souffle et dans No Reality Now, donc il y a trois personnages qui sont la mort, la défunte et le chaman. Avec No Reality Now, tu ouvres un nouveau champ formel et un nouveau champ aussi d'espace imaginaire. Comment vous avez travaillé et investi ces espaces imaginaires pour aller vers d'autres lieux? Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question assez vite pour les trois personnages, quels seraient leurs avatars, et on n'avait pas envie de rentrer dans des avatars, on va dire, classiques, et on voulait des avatars, on pourrait dire, vraiment qui aient une singularité
chacun. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur, pour les 3 personnages, un personnage qui est le même dans les 2 espaces, c'est le chaman. Le chaman qui peut vraiment passer d'un espace à un autre et qui garde la même forme, finalement. C'est le même costume, la même personne. Il y a l'avatar de la mort du faucheur qui est là, du coup, vraiment dans une réalité virtuelle plus classique. Et puis celle de la défunte, où là, on est parti dans quelque chose de plus abstrait, parce qu'elle est juste suivie, finalement, par une sphère qui suit tout son parcours chorégraphique par rapport à l'espace du plateau. Donc on voulait réunir un petit peu ces 3 formes d'avatar pour pouvoir déjà écrire la même chorégraphie, parce que c'est la même chorégraphie dans les 2 espaces, mais avec 3 avatars de mondes différents, on pourrait dire presque déjà. On entre aussi dans un monde qui serait peut-être aussi un endroit d'entrelacement entre le passé, entre un présent et un futur aussi, et avec des éléments aussi très sensibles, sensoriels. Il y a de la chair, du sang, de la couleur, et quelque chose parfois très baroque, on peut dire, dans une forme d'expressivité. Pourquoi, en fait, j'étais surprise, j'avoue, et joliment surprise de voir que ton travail pouvait aller dans ces directions-là. Donc, peut-être tu peux en dire plus là-dessus. C'est aussi l'avantage de faire un projet avec un autre artiste aussi. C'est l'avantage de se déplacer un peu aussi, de ses propres habitudes, sortir de ses trajectoires. Et c'est vrai que là, s'offrait à nous, effectivement, quelque chose qui pouvait emmener le spectacle effectivement, vers quelque chose de un peu plus baroque, un peu plus lyrique aussi à des endroits, mais aussi qui mettait aussi la VR, par exemple, sur tous les moments où il y a de la production sonore des danseurs. On voit presque les ondes sonores qui sortent de leur bouche. Donc c'est comme si aussi la virtualité révélait la réalité, continuait à révéler la réalité d'une certaine manière. Parce que les ondes, on sait très bien qu'on est entouré d'ondes et qu'on est en fait toujours en train en produire et en recevoir. Ça nous permettait à la fois d'ouvrir de nouveaux espaces dans une autre direction artistique, mais aussi essayer, en tout cas on était assez attentif à ça, de toujours laisser la réalité virtuelle, la ramener toujours à quelque chose d'assez concret. Pas juste en faire une extension, une expansion continuelle, parce que c'est un outil qui est tellement puissant qu'on peut aller dans toutes les directions. Donc on a fait ce choix-là, à ce moment-là, de la création avec Charles. Oui, et ça, je trouve ce qui est très fort dans votre collaboration, c'est en fait que la réalité virtuelle ne vient pas comme une couche qui se mettrait en dessus et qui rajoute, mais qui est vraiment extrêmement relié en fait au propos de départ aussi de souffle. Et puis on voulait aussi partir du même espace au tout début, donc vraiment dans la virtualité on a le même espace que dans la réalité. Petit à petit, évidemment, la virtualité permet de déplacer cet espace, de l'emmener ailleurs, mais c'est toujours, un outil à l'intérieur duquel il faut faire des choix. C'est un outil tellement, d'abord, nouveau, mais qui a une puissance tellement forte qu'il faut des fois un peu la réduire, en fait, presque réduire. C'est pour ça que, par exemple, les casques pour les spectateurs, c'était aussi une façon de remettre la réalité virtuelle dans un historique du théâtre, comme des jumelles de théâtre, parce que finalement, on n'est pas très loin de ça, parce que quand on fait un zoom, par exemple, avec des jumelles de théâtre comme on faisait, ou comme ils le font encore, finalement, quand on zoome, on perd le reste de l'image. Et bien finalement, c'est peut-être ce qu'on fait aussi avec la réalité virtuelle, c'est-à-dire que quand on prend ce casque, et bien on perd la réalité, mais on est quand même dans la même chorégraphie, on est dans le même son, mais on est à un autre endroit du regard. Et la question du regard est vraiment, pour nous, a été fondamentale dans ça, c'est le choix, quel choix on fait, comment on opère à l'intérieur de ça. C'est-à-dire peut-être placer le spectateur dans une position pas forcément facile, parce que ce choix-là, comment il opère, comment chacun peut le faire, mais c'est pas toujours facile en fait, parce que on est attiré par la virtualité, mais en même temps, la réalité, il y a quand même la force du spectacle vivant a quand même quelque chose qui est là-dessus immuable et qui
et sur lequel d'ailleurs pour l'instant la virtualité ne peut pas encore arriver à la même hauteur, par exemple simplement sur la question de la lumière. On voit bien que la lumière d'un plateau, pour l'instant, la qualité qu'on peut avoir, on n'arrive pas encore à ce niveau-là, on y arrivera peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, on en est encore assez loin. Mais en tout cas, il y avait cette idée de se confronter vraiment à cette question, on en est où aujourd'hui avec la réalité virtuelle, et si on la met en confrontation avec un spectacle vivant, voyons ce qui se passe, voyons là où on en est aujourd'hui. Et là, donc, on a vraiment essayé de... Ça a été un petit peu long pour maîtriser la technologie, pour qu'on puisse avoir ces 110 casques dans la salle, mais on sait que voilà, c'est comme une sorte d'état des lieux. Aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire, voilà comment on peut dialoguer avec le spectacle vivant et la réalité virtuelle. On peut rentrer un peu dans la fabrique, dans la cuisine de ce projet. Vous avez mis combien de temps pour le développer, Charles et toi, et toute l'équipe? C'est une grosse équipe autour de vous. Et comment ça a changé aussi ta façon de travailler? Alors, on a écrit le projet avec Charles il y a 4 ans et demi. On a passé des étapes technologiques assez difficiles, parce que c'est des choses qui ne marchaient pas, et toute cette technologie n'existe pas. Donc en fait, il a fallu l'inventer, par exemple, le fait de relier 110 casques ensemble, ça n'a jamais été fait avant, en tout cas en France. Donc il y avait cette question-là, déjà technologique. Et puis après, il y a eu toute la partie artistique de la VR, comment l'écrire, comment dialoguer aussi avec les bureaux qui travaillent sur ce design, sur cette forme, comment trouver un vocabulaire commun, ça a été aussi un travail très important, parce que en général, les gens qui travaillent dans le numérique ont une expérience du spectacle vivant assez, on va dire, petite, enfin, c'est pas leur spécialité, mais on les a invités en fait à avoir un filage de souffle, et tout de suite, les choses ont commencé à se mettre en place de façon beaucoup plus rapide. Parce que le vocabulaire, alors Charles il connaît le vocabulaire du numérique, moi je ne le connaissais pas, donc j'ai découvert aussi petit à petit, ça n'a pas été facile non plus, mais on a réussi à un moment, effectivement, à être en phase avec ces bureaux de création de design numérique, pour pouvoir écrire l'AVR d'une façon assez naturelle et qui reste en lien avec la chorégraphie et les corps. En fait, c'était ça, c'est pas perdre les corps. Comment ne pas perdre les corps dans cet outil? Une des forces et des surprises aussi de No Reality Now, c'est nous permettre, nous spectateurs, de rentrer dans l'image et que l'image arrive à nous. Qu'est-ce que permet la réalité virtuelle pour toi par rapport à cette transformation complète des espaces sensoriels? En fait, à partir du moment où on rentre dans une image, le corps, du coup, est pris dans l'image. J'ai eu la possibilité, justement, de tester différents jeux vidéo et installations de réalité virtuelle. Et très vite, on se rend compte que, effectivement, c'est par exemple être en haut de 2 buildings et devoir juste faire un pas de 30 cm pour passer d'un building à l'autre, alors qu'il y a 300 mètres de vide en dessous. Eh ben, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans un rapport de corps et de réalité finalement très présent, quoi. Donc à partir du moment où le corps reste présent, on se dit, bah alors cet outil-là, il faut s'en emparer parce que ça reste du corps.